Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui Éric Lambert qui vient nous parler des jeux vidéo et de leurs bienfaits pour nos cerveaux. Éric Lambert est professeur des universités en psychologie à l'université de Poitiers. Il enseigne la psychologie cognitive et la psychologie développementale. Il est membre du Centre de recherche sur les apprentissages et la cognition, où il est responsable de l'équipe langage écrit. Yes. Jusque-là, ça va. Bien, il va nous parler des jeux vidéo. Les jeux vidéo ont la réputation d'enfermer nos ados et nos jeunes adultes des heures durant dans des mondes parallèles et de les sortir de la réalité et de les empêcher de se dépenser physiquement. Ils ont une forte tendance, nos jeunes, à se prendre aux jeux vidéo. Bien sûr, nous parlons d'excès de jeux vidéo, car le poison est dans la quantité et non dans le jeu. Éric Lambert va nous montrer les bienfaits des jeux vidéo sur nos fonctions cognitives et autres. Pour les jeunes et les moins jeunes, Monsieur Lambert, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Si vous m'entendez, c'est tant mieux. Sinon, vous me le dites. Hein, je pourrais peut-être passer sur l'autre micro. Tout a été dit. Donc, je suis Éric Lambert. Je suis professeur à l'université de Poitiers. Et je vais vous parler donc de jeux vidéo et de fonctions cognitives. Alors, justement, le titre que je vous mets tout de suite est un titre pas vraiment académique. Si je voulais vraiment faire un titre académique, je l'aurais appelé « Effet des jeux vidéo sur les fonctions cognitives et leur développement ». Pourquoi je dis ça? Parce que la question, je veux commencer par une petite mise au point. C'est juste une simple et rapide mise au point sur... ah oui, pardon, excusez-moi, je suis parti sur les chapeaux de roue. Ce que je vous propose, c'est je me mets en apnée pendant 1h15 et je parle. Et après, je vous laisse 15 minutes de discussion, d'échange, si ça vous convient. Enfin, généralement, c'est le format qui est adopté. Donc, voilà, je laisserai un temps, je m'arrêterai avant la fin pour échanger avec la salle s'il y a des questions. J'espère qu'il y en a, parce que sinon, c'est un grand moment de silence, vous savez, une sorte d'angoisse absolue. Et on se dit, bon, ben voilà, merci, au revoir. Donc, j'espère juste qu'il y aura quelques questions. On peut parler de nos vacances si vous voulez, ou quoi que ce soit, sinon, pour meubler. Voilà, donc les fonctions cognitives, je voulais commencer par une toute petite mise au point sur de quelles fonctions cognitives je vais parler ici, en introduction. Je ne vais pas parler de toutes les fonctions cognitives, en gros je vais parler de celles dont on sait qu'elles peuvent être influencées par les jeux vidéo. D'accord? Alors on va parler assez rapidement de perception. On va parler de perception assez rapidement. La perception, c'est associer une sensation, donc de l'odorat, de l'audition, enfin de nos 5 sens, quoi, une sensation avec une signification. Voilà, si je vois une bouteille d'eau, je la vois et ça, tout de suite, je remonte dans ma mémoire pour aller chercher toute la bouteille d'eau et tout ce qu'elle est associée. C'est les premiers travaux en psychologie cognitive, c'est sur la perception. On est dans les années 50, 60. C'est les premiers travaux et d'entrée de jeu, et ça va être important pour la suite, d'entrée de jeu, ce qui a été montré, je vais me lever si vous permettez, d'entrée de jeu, ce qui a été montré, c'est que notre système perceptif est un mauvais, entre guillemets, système, dans le sens où on ne perçoit pas du tout la réalité exactement comme elle est. On l'interprète au fur et à mesure de notre... voilà, quand je vois une scène, quand j'entends quelque chose, j'interprète, je suis un très mauvais enregistreur, parfait. Il y a de toute façon tous les travaux dans les années 90-2000 sur les faux souvenirs, les témoignages, etc., où on sait que ça se modifie avec le temps, ça se modifie selon la question qu'on pose, etc. Les premiers travaux, alors cette image est très connue, enfin je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très connue, pour nous montrer ça de manière très très simple et très rapide. Vous voyez ici un damier, vous voyez qu'il y a 2 cases A et B, et donc on demande quelle est la case la plus claire, la case la plus foncée.
Et j'ai fait simplement la chose suivante, j'ai coupé ces deux cases et donc on peut se dire la case B est plus claire que la case A, mais c'est une illusion d'optique. Si je ramène ces deux cases l'une à côté de l'autre, elles ont exactement la même couleur, enfin la même teinte. Et donc on est perturbé, notre système perceptif n'est pas du tout parfait. Il est par exemple ici influencé par un effet de contraste, ce qu'il y a autour de la case qui nous intéresse, et donc on est très sensible à l'effet de contraste. Je parlerai un petit peu de perception. Je vais plutôt parler d'attention. Alors, l'attention, pareil, tout le monde sait ce que c'est que l'attention, mais je peux vous mettre au défi de me faire une définition complète de ce qu'on appelle attention. C'est très compliqué. Et là encore, ça fait des années qu'il y a des personnes qui travaillent dessus, et il n'y a pas encore complètement un accord sur ce qu'est l'attention. Une nouvelle fois, je ne sais pas ici s'il y a des spécialistes de l'attention, mais moi je vais dire ce dont je vais parler, comme ça je ne me mets pas en danger, quoi, je ne peux pas parler. Donc pour moi l'attention c'est quoi? C'est d'abord la capacité à rester attentif pendant 1h30, par exemple. Ce n'est pas possible. Rester attentif pendant 1h30, ce n'est pas possible. Notre système, il ne peut pas tenir si longtemps. Chez un adulte sain, sans trouble, on est plutôt autour de 20 minutes de capacité attentionnelle soutenue, quoi. Donc 1h30, il y a forcément des fluctuations. D'accord. Donc c'est rester attentif pendant une période plus ou moins longue. Ça, c'est ce qu'on va appeler le maintien de l'attention. Et donc ce qui va aussi m'intéresser ici, c'est cette capacité à sélectionner dans un environnement ce qui m'intéresse. Alors, c'est un mot. Qu'est-ce qui est pertinent? Je suis en train... Beaucoup de recherches en conduite automobile. On a plein d'informations, mais justement, notre regard, notre traitement de l'information va fixer certains éléments et va traiter uniquement certains éléments. Donc, on a une capacité à sélectionner des éléments et depuis un certain nombre... Alors, au début, on pensait que l'attention, c'était comme une lampe torche. Et le faisceau, on appelle d'ailleurs le faisceau attentionnel, on l'oriente vers ce qui m'intéresse. Vous voyez, j'aurais pu mettre plein d'éléments. Un grand classique, hein, imaginez, je n'ai pas fait cette diapo-là, mais il y a des lettres et des chiffres plein mon écran là-haut et vous devez sélectionner tous les 3. Ah, c'est une tâche qu'on fait. Donc ça, c'est un classique. On se dit, bah voilà, on a un faisceau attentionnel où on sélectionne l'information. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que, alors ça peut sembler anecdotique, mais de plus en plus, on s'aperçoit que c'est moins se concentrer sur un point que réussir à inhiber ce qu'il y a autour. C'est pas exactement pareil. C'est-à-dire réussir, la fonction d'inhibition est centrale. La capacité à inhiber ce qui n'est pas important. Et vous voyez, vous êtes ici, il y a des gens qui viennent, qui arrivent, il y a du bruit, des fois, il y a des gens qui vont tousser. Et ben, cette capacité à rester concentré, c'est l'idée d'inhiber ce qui n'est pas pertinent au moment où vous faites quelque chose, quoi. Et donc, ça, c'est la capacité attentionnelle. Alors oui, j'ai montré ici l'effet cocktail. Comment on teste ça? C'est simple, hein. On met un casque, 2 écouteurs, et dans chaque oreille, une histoire différente. Et on demande aux participants de se concentrer sur un des deux côtés. Vous imaginez la tâche? Vous pouvez vous mettre à cette... Enfin, c'est facile même à monter, hein. Et vous avez 2 histoires, et je vous dis, voilà, je vais vous poser des questions sur l'oreille droite. Concentrez-vous sur l'oreille droite. Eh bien, on y arrive super bien. On y arrive parfaitement. Comment on sait qu'on y arrive bien? Bah, déjà, on répond aux questions. Donc ça, c'est une première. Mais surtout, parce qu'on est vicieux, on va poser des questions sur l'oreille gauche. C'est-à-dire que même des fois, on dit, bon ben voilà, vous êtes bien concentré sur l'oreille droite? Ok, on s'en moque de l'oreille droite. On va vous poser des questions sur l'oreille gauche. Et là, on s'aperçoit que la personne n'a quasiment rien compris de ce qu'on était en train de lui raconter dans l'oreille qu'on a voulu inhiber. On arrive très bien à inhiber, enfin assez bien. Alors, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, hein, mais normalement, on y arrive assez bien. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'oreille gauche, si c'est une voix d'homme ou une voix de femme? Si, par exemple, il y a eu des gros mots, un coup de sifflet, vous voyez, des choses qui dépassent ce qu'on appelle le filtre attentionnel, mais si c'est un blabla monotone, on se rappelle de rien.
Donc on y arrive très bien. Et pourquoi on appelle ça l'effet cocktail? Parce qu'en psychologie, on est très snob. On va dans beaucoup de cocktails, mais ça, vous le vivez dès que vous êtes dans un environnement bruyant et sonore, où vous devez vous concentrer avec une personne qui vous parle, et vous trouvez ça important, et nous arrivons à inhiber le bruit et à essayer de se concentrer. Alors c'est fatigant hein, cognitivement, mais on y arrive. Et on arrive à se concentrer sur l'échange, avec le dialogue avec la personne qui est avec nous dans un environnement bruyant. Ça, c'est l'attention. Je vais vite au départ, mais c'est juste pour qu'on soit d'accord de quoi je parle, quoi. Je vais vous parler de mémoire et plutôt de mémoire de travail. Alors je mets un modèle, on l'oublie, hein, c'est une illustration, hein, mais vous voyez, ça c'est le modèle le plus célèbre, celui d'Alan Baddeley, où on a une mémoire de travail plutôt liée au langage, boucle phonologique, une plutôt liée au visuel et au spatial, aux images visuelles et aux relations spatiales, et puis le buffer épisodique, lui qui rassemble toutes les informations. Donc on a ces capacités, il y a des inégalités, il y a des injustices entre les personnes, il y en a certains. Pour tester ça, c'est facile, hein. Par exemple la boucle phonologique, on fait des tests d'empant. Donc on dit on a toujours un casque et on envoie des chiffres. 8, 5, personne ne doit répéter. 7, 2, 1, et la personne doit répéter. Et puis on augmente, jusqu'à temps de voir quand est-ce que ça ne marche plus. Donc c'est un test très simple. Et puis, on le fait après à l'envers. Si je dis 8-5, il faut me dire 5-8. Donc, vous voyez, là, on commence à faire travailler ce qui est tout là-haut, l'administrateur central, le contrôle, le chef d'orchestre de notre mémoire. C'est plus passif, là. On arrive à un traitement de l'information. Donc, on doit garder toujours en mémoire les informations, mais on doit les traiter. Calepin visio-spatial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu du Simon. C'est un jeu où on doit simplement répéter des couleurs. Et donc, au début, on a 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. C'est exactement la même tâche, mais c'est visio-spatial et ce n'est pas langagier. Donc, je vais vous parler un peu de mémoire de travail et surtout, je finirai et je vais vous parler de fonctions exécutives. C'est presque un historique de la psychocognitive. On a commencé par les recherches en perception. On a parlé d'attention, on est dans les années 80. Dans les années 90, avec le modèle de Baddeley, on a parlé de mémoire de travail. Et puis, dans les années 2000-2010, on arrive sur les fonctions exécutives qui sont les plus hautes fonctions cognitives. Les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est tout ce qui va être mis en jeu dès qu'on ne peut plus être dans un système routinier, habituel. C'est s'adapter très rapidement à un événement non habituel. Alors, classique, hein, c'est vous habitez Poitiers-Sud et il y a depuis 3 ans des travaux sur la rocade et il faut toujours trouver un itinéraire bis très rapidement. Puis en plus, c'est le matin, on n'est pas bien réveillé, etc. Puis généralement, on est en retard. Et donc là, mes fonctions exécutives, elles travaillent, c'est-à-dire, et puis Google Maps, mais où on essaye beaucoup de se dire, OK, bon, vite, je fais quoi, je vais où? Et donc, je dois être flexible, c'est-à-dire si je suis rigide dans un processus, je n'arrive pas à modifier ce processus. Et donc, je vais mettre en jeu ce qu'on appelle la flexibilité mentale, capacité de passer sur une autre stratégie, une nouvelle stratégie. Je vais être obligé d'inhiber mes réflexes. Donc, je vous ai parlé déjà d'inhibition, mais on la retrouve beaucoup ici, cette capacité à inhiber mes réflexes. Ah oui, il ne faut peut-être pas que je bouge s'il y a des caméras. Des réflexes et donc inhiber la première idée qui arrive pour avoir peut-être une seconde proposition, une seconde stratégie. Très important chez l'enfant au cours de l'apprentissage. Et enfin, bah oui, je mets à jour mon traitement, c'est-à-dire que je passe sur un autre mode de traitement. C'est la troisième, il y a 3 grandes fonctions exécutives. Flexibilité mentale, inhibition et mise à jour de la mémoire. C'est-à-dire je réécris ma mémoire de travail. Alors, excusez-moi. Alors, les fonctions exécutives, je fais un petit focus dessus,
Parce que donc, depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment des travaux sur cette question-là, et on s'aperçoit que c'est relié à beaucoup de performances dans le quotidien. Les premières qui ont été montrées, c'est relié à la réussite scolaire, en primaire, surtout en secondaire. Les adolescents qui ont les meilleures fonctions exécutives sont aussi ceux qui réussissent le mieux. Alors, c'est toujours pareil, hein, toute chose étant égale par ailleurs, ça c'est complètement impossible, c'est illusoire, mais on essaye, avec des groupes assez importants, de mesurer cela. Donc il y a eu plein, là je ne sais pas, il y a peut-être des centaines de travaux hein, sur cette question-là. Et puis même chez l'adulte, il y a des liens entre insertion professionnelle et fonction exécutive. C'est pas du tout limité, à la question de l'enfant et de l'adolescent. Donc voilà ce dont je vais vous parler. Perception, attention, mémoire, fonction exécutive. Et comme ça a été dit en introduction, je suis à la fois psychocognitiviste, mais aussi je travaille chez l'enfant et dans le développement. Donc très rapidement, des tout petits points, et ça va aller très très vite, mais de développement. Pour la perception, ça va très vite. La maturation de la perception pour arriver à un niveau maximum, il est atteint très rapidement. Alors ça dépend des recherches, ça dépend exactement si on est sur quel type de sens, mais autour de 2-3 ans, on a atteint un niveau perceptif à peu près mature, à peu près. Toujours chez des enfants qui n'ont aucun problème. Ici, je ne parlerai pas, enfin, sauf s'il y a des questions, mais je n'évoque pas un tout petit moment, mais sinon j'évoque que des enfants qu'on appelle ordinaires, des ados, des adultes ordinaires. L'attention, elle met plus de temps pour se développer. En gros, c'est de 0 à 6 ans. Les capacités attentionnelles augmentent entre 0 et 6 ans, et après, l'augmentation est très lente. Et c'est surtout des stratégies qui sont utilisées. C'est plus vraiment les capacités d'attention, c'est on utilise mieux son attention après 6 ans. Mais les capacités en elles-mêmes sont à peu près stables. Alors plus ça avance, plus c'est compliqué. La mémoire, c'est plus compliqué, ça dépend de quel élément on parle, mais en gros, c'est de 0 à l'adolescence. Si je vais vite, alors vous aurez on m'a demandé si je pouvais vous partager mon diaporama. Oui, il n'y aura pas de souci, hein, d'accord. Donc c'est pour ça que je me permets juste d'aller un peu vite, parce que ce n'est pas au cœur de mon propos, mais la mémoire, elle va mettre plus de temps à se développer, elle va se développer très précocement, quelques mois de vie, bien entendu, mais elle va se développer à minima jusqu'à l'adolescence. Ouais. Et pour finir, les fonctions exécutives, là, c'est le bazar. C'est le bazar parce que elles mettent du temps pour s'installer. C'est pas 0 le point de départ. Les capacités d'inhibition, il n'y en a pas chez les tout petits. Les capacités de flexibilité mentale, ou alors on n'arrive pas à les mesurer. Hein. C'est toujours aussi, peut-être, si je reviens en 3 ans et je vous dirais, ah si, non mais juste on a mal mesuré les choses. Finalement, il y a des compétences insoupçonnées. C'est souvent ce qu'on trouve. Hein. Si je dis ça, souvent on se dit « Ah oui, le bébé ne sait pas faire ça », puis « Ah bah si, finalement il y arrive, sauf qu'on ne savait pas bien le mesurer ». Mais pour l'instant, on part sur l'idée que 0, 2, 3 ans, si ça existe, c'est vraiment sous forme embryonnaire. Et puis, il y a un développement qui va être long, très long à se mettre en place, des fonctions exécutives, flexibilité mentale, inhibition, qui, de toute façon, n'est pas mature au début de l'adolescence, c'est sûr. Au début de l'adolescence, il y a encore beaucoup de marge de progression. Jusqu'où ça va aller, ça c'est une discussion que j'aurai après. Quand est-ce qu'on a un plateau? Au début on disait 16 ans, maintenant on dit 18 ans, toujours en moyenne, dans la norme, etc. Il y a des écarts entre les personnes, et puis on a un plateau qui va durer quelques années, et puis on va commencer à baisser, on baisse vite, hein. Dès une trentaine d'années, c'est tôt, hein. On commence à décroître plus ou moins rapidement, et ça ne va pas être symétrique. Vous voyez, là où je dis c'est complexe, entre inhibition, flexibilité, mise à jour de la mémoire de travail, ce n'est pas parallèle. Il y a des décalages, donc tout ça est un schéma assez complexe.
Donc voilà quelques points de repère. Voilà quelques points de repère. Et donc ce dont je vais vous parler, c'est ces fonctions. Qu'est-ce qui influence leur développement? Qu'est-ce qui fait que, justement, on a cette histoire dont je viens vous de parler, 0, 2 ans, jusqu'à l'adolescence, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce schéma développemental? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a des différences entre les enfants, entre les ados, entre les personnes adultes, entre les seniors? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences sur toutes ces fonctions-là? Là, on peut imaginer, dans ce que je viens de vous présenter, qu'il y a surtout une influence génétique. On peut commencer par ça et se dire, bah oui, je viens de vous raconter qu'on a des bornes d'âge. Donc on a un moteur biologique. Hypothèse très ancienne. Hein. Je pensais que c'était climatisé ici. De l'autre côté de la rue, rien n'est climatisé, donc on a l'habitude. Donc on se disait... Enfin non, excusez-moi. La première hypothèse, qui est la plus valable, c'est, puisqu'il y a une sorte de schéma commun et universel, hein, ce que je suis en train de vous dire, ça marche dans toutes les cultures, par exemple. Ce n'est pas spécifique à une culture donnée, c'est universel, donc quand on nous dit ça, c'est une influence génétique. Donc les premiers travaux ont vraiment travaillé sur le rôle du génome, sur ce développement-là. Et effectivement, il y a, et ça va pas, je vais aller très vite, c'est pas du tout mon expertise, et voilà bon, donc je vais aller vite, mais là, le grand classique, c'est de comparer des paires de jumeaux monozygotes, donc avec le même patrimoine génétique, le même ADN, avec des jumeaux dizygotes. Des jumeaux dizygotes, c'est l'équivalent de frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est pas des personnes, ce qu'on appelle des germains, quoi. Ils ont une part en commun, mais c'est pas 100%. Tandis que des monozygotes, c'est 100%. Donc, c'est parfait, enfin non, il n'y a jamais aucune méthodologie parfaite, mais c'est très bien, puisqu'on sait par exemple qu'il va y avoir une influence parentale. Mais les monozygotes et les dizygotes, alors dans les études, ils sont élevés par les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas des enfants abandonnés qui seraient... Il y a eu des études comme ça, qui seraient adoptés par des familles différentes. Là, c'est ce qui change principalement, c'est le fait d'avoir 100% du génome en commun versus une partie non négligeable, mais qui est inférieure à 100%. Et donc, il y a plusieurs études qui s'appuient là-dessus, et par exemple sur le développement des fonctions exécutives. Et effectivement, il y a une différence significative. La proximité dans le développement de jumeaux des fonctions exécutives est est significativement plus forte chez les monozygotes que chez les dizygotes. On a ici un argument qui dit oui, il y a vraiment un pilotage du génome sur le développement de ces fonctions-là. Je m'arrête là-dessus simplement. J'arrête là parce que, alors j'arrête. Ce que je veux dire par là, c'est très fataliste, hein, ce que je suis en train. Là, ça, c'est très fataliste parce que ça veut dire quoi? Bon, bah ok, le gamin, il est lent, c'est foutu. On s'arrête là. Il sera plus lent que son frère ou que son voisin, ou alors il est mauvais en mémoire, bah c'est foutu, ou en attention, bah c'est foutu. On peut rien faire parce que tout est piloté génétiquement. Et donc j'arrête la conférence et je rentre chez moi. Heureusement, non. Heureusement, l'environnement joue un rôle. Et donc je vais m'attacher aux fonctions. Et vous imaginez que je vais arriver aux jeux vidéo. Mais avant, je vais montrer qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Je devrais dire ça à mes enfants. Mais il y a d'autres... Avant les jeux vidéo, il y a eu d'autres... et je ne vais pas tous les citer, mais d'autres influences environnementales. La première, c'est le bilinguisme. Le fait, dans sa jeunesse, d'apprendre une seconde, voire une troisième langue. Mais les comparaisons sont souvent mono versus bilingue, donc une versus une deuxième langue. Eh bien, ça joue sur le développement des fonctions cognitives. On ne sait pas encore bien pourquoi, mais on sait que ça joue. Je vous donne un exemple. Donc, c'est une étude d'une équipe espagnole. C'est une étude d'une équipe espagnole qui a comparé
des enfants en lycée, excusez-moi, des enfants en, je dis lycée, mais c'est en école, ils ont en moyenne, vous voyez, 8 ans, et 10 mois, ils ont 9 ans, quoi. Ils ont presque 9 ans en moyenne, et ils ont été comparés, alors il y a les enfants qui sont en lycée français en Espagne, et les enfants qui sont en lycée espagnol en Espagne, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est donc alors toujours dans ces études-là, la difficulté, c'est de rendre les deux groupes équivalents en termes de catégorie socio-professionnelle des parents, en termes de revenus à la maison, en termes de nombre de frères et sœurs. Bon, il y a plusieurs variables qu'il faut contrôler. Et ce n'est pas la seule étude qui a travaillé sur cette question-là. Donc, on a des enfants bilingues qui apprennent le français. Alors, c'est pas que le français, hein, c'est n'importe quelle autre langue. Hein. Faut pas, mais il y a des enfants bilingues, il y a des enfants monolingues. On va par exemple, cette tâche que vous connaissez sûrement, qui est une des plus classiques et une des plus anciennes en psychologie cognitive, le Stroop. Donc, on ne doit pas dire le nom, mais on doit dire la couleur de l'encre. Et je vous promets que... Alors, il faut aller vite, hein. Faut aller le plus vite possible, et on compte le nombre d'erreurs et le temps. Ça, c'est un parfait exemple de capacité d'inhibition, ce test-là. C'est un test d'inhibition parce qu'on doit inhiber la première pour des personnes qui lisent, pas des personnes illettrées. Ça ne marcherait pas. Mais pour des personnes lecteurs, lettrés, on ne peut pas s'empêcher de lire. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je ne lis pas, ça ne me sert à rien dans cette tâche-là ». C'est impossible. Vous êtes obligé de lire, et donc vous devez inhiber, vous voyez, quand je parlais de flexibilité, etc., vous devez inhiber la première réponse, c'est-à-dire pas dire jaune. Alors, il ne faut pas être daltonien non plus. Faut pas dire bleu, faut pas dire orange, mais il faut dire vert, rouge, bleu. Et donc, il faut aller le plus vite possible, et pas faire d'erreur. Eh bien, on va comparer, par exemple, avec cette... Alors ça, c'est vraiment... si vous mettez Stroop, Effect, il y a plein d'exemples qui sont donnés. On en a même avec les enfants où c'est des images de fruits. Par exemple, vous voyez, pour les enfants qui ne savent pas lire, on va mettre des fruits de différentes couleurs et on va essayer... Et donc, l'orange, on va la mettre en bleu. Eh bien, je ne rentre pas dans ce détail de ce tableau. Ici, il y a les différences significatives, mais effectivement, les enfants bilingues sont meilleurs en inhibition et flexibilité cognitive que les enfants monolingues. Le fait d'avoir appris une langue seconde, et tout porte à croire que ça ne marche que quand c'est dans sa jeunesse, c'est-à-dire si vous apprenez maintenant le japonais, ça ne fait pas de mal, mais il n'y a aucune preuve que ça fasse du bien, dans l'autre sens, quoi. Eh bien, dans sa jeunesse, si on apprend une langue seconde, c'est bénéfique déjà en termes de culture, d'échange, de communication, etc., etc., mais c'est aussi bénéfique cognitivement. Ça développe des fonctions exécutives. La deuxième, c'est l'activité physique. La deuxième, c'est l'activité physique. Enfin, la deuxième dont je vais parler. Hein. S'il n'y a aucune hiérarchie dans ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est pas... Et d'ailleurs, si je devais faire une hiérarchie, j'aurais commencé par activité physique. C'est celle qui a plus de recherche. Alors, l'activité physique, elle a des bienfaits physiologiques, ça on le sait depuis des années. Elle a des effets sur le bien-être, on le sait. Ici, vous verrez, mais on a la chance, par exemple, entre autres, à Poitiers, d'avoir une équipe de recherche qui travaille spécifiquement là-dessus, dont Olivier Dupuis, et il a fait une conférence qui est sur YouTube. Si ça vous intéresse, je vous propose vraiment d'aller la voir, je mettrai le lien, et surtout, je lui ai piqué 2 diapos, donc comme ça, je rends à César. Donc oui, l'activité physique a des bienfaits physiologiques, a des bienfaits, bon voilà, moi je ne suis pas du tout médecin, a des bienfaits sur le bien-être. C'est un très bon antidépresseur. Donc l'activité physique a plein d'avantages, mais elle a aussi des avantages sur la cognition. Et là, vous savez, quand j'étais, je ne sais plus où, je ne sais plus, mais quand j'étais jeune, donc il y a longtemps, on disait, il y a soit 2 solutions, soit on a un cerveau, soit on a 2 cerveaux.
C'est-à-dire en gros, on était soit fort et bête, soit malingre et intelligent. C'est un stéréotype absolu, ça. Et puis, c'est un préjugé qui est totalement faux. Ici, je vous montre quelques résultats. Alors, je ne vous montre pas des résultats d'une étude, je montrerai après. Mais ce qui est le plus important, parce qu'on a beaucoup de recul, c'est de regarder les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est quoi? C'est qu'au lieu de prendre une étude et de regarder ses résultats, c'est des articles qui prennent plusieurs études, qui ont la même méthodologie, et ils essayent de voir globalement, est-ce qu'on peut tirer les conclusions? Et ça permet d'avoir beaucoup plus de participants. Alors virtuellement, hein, mais ça permet d'avoir un groupe beaucoup plus significatif, beaucoup plus important, et les conclusions des méta-analyses sont plus certaines que les études uniques. Donc vous voyez, ça je l'ai piqué à Olivier, il y a une étude qui se repose, il y a une méta-analyse qui repose sur 7 études, il y en a une autre qui repose sur 6 études, et les 6 sur 7 études disent le fait d'avoir une activité physique pour des enfants de moins de 6 ans est bénéfique sur les fonctions exécutives et sur le développement du langage. Ça, là, on travaille là-dessus. Mais pourquoi le sport développe le langage? C'est vraiment une interrogation magnifique. Enfin, parce que ça va pas de soi, quoi. Donc, est-ce que ça vient, et donc notre hypothèse, juste une petite parenthèse, on pense que les fonctions exécutives vont en conséquence améliorer les fonctions langagières, quoi. Voilà. Et puis cette deuxième méta-analyse, elle montre que si on compare, par exemple, ils vont comparer des enfants qui font de l'activité physique avec ceux qui n'en font pas. Ils vont comparer des enfants qui n'en font pas, mais on va les entraîner pendant un certain temps pour voir avant l'entraînement et après l'entraînement. Je reviendrai sur ces méthodologies parce qu'on fait la même chose en jeu vidéo. Et donc, les enfants qui s'entraînent ou alors qui ont une activité physique ont des meilleures capacités d'attention, de mémoire, de langage, et au final, une meilleure réussite scolaire. Donc, l'activité physique, c'est sûrement la cause environnementale qui est la plus étudiée, et beaucoup plus que tout le reste dont je vais vous parler ici. Je montre ça à mes étudiants. Je montre quoi? Alors, je vous ai montré inférieur à 6 ans. Alors, j'aurais pu faire après 6 ans, mais je montre que ça marche même sur les étudiants de psychologie. Alors, donc, je donne des cours en psychologie, et je leur montre même que ça marche avec des étudiants de psychologie. Vous savez, à Poitiers, on a une chance pour 40 €, 45 € en début d'année, on peut faire tellement de sport. Il y a tellement de choix. Personne ne peut dire « Ah, j'ai pas le sport qui me plaît ». Il y a des sports au SUAPS, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, et donc on a une vraie chance, on a des outils magnifiques à l'Université de Poitiers pour faire du sport. Donc je leur dis « Faites du sport, ce n'est pas du temps perdu, c'est comme ça que vous réussirez vos examens ». Donc, comment ça se passe, cette étude? Cette étude a pris des étudiants de première année de psychologie et leur a donné un cours, alors enregistré, de manière à ce que tout le monde ait le même cours. D'accord? C'est une vidéo, finalement, ce qu'on faisait pendant le confinement. Donc, et il y a 3 groupes. À chaque fois, la vidéo, selon le groupe, est découpée. Donc, on va regarder un bout du cours et on va faire un break. On reprend le cours, on fait un break. On reprend le cours, on fait un break. On a un test tout de suite après et on a un test 48 heures après de connaissances, entre autres, vous allez voir, de connaissances d'apprentissage. C'est quoi les groupes? On a un groupe qui fait du sport. Alors, les breaks, c'est quoi? C'est 5 minutes. C'est juste 5 minutes pendant le cours. Alors, je ne vous ferai pas ça aujourd'hui, mais à mes étudiants, je dis, on va faire pareil. C'est 5 minutes où on fait des squats, où on se lève. C'est-à-dire que les étudiants restaient dans l'amphi, hein. Ils n'allaient pas courir, parce que 5 minutes, c'est un amphi de 300, c'est mort, quoi. Mais donc, tout le monde se lève, on lance le chrono, il y a des exercices, on fait des squats, on fait des jumping jacks, etc. On fait monter un peu le cœur, 5 minutes, c'est tout. On s'assoit, on reprend le cours. On recommence, on reprend le cours, on recommence, on prend le cours. Ça, c'était pour les premiers. Pour les autres, c'était, c'est à la contre de mon... Pour les autres, c'était, ils ont joué pendant 5 minutes aux jeux vidéo. Il y a un groupe, pendant 5 minutes, ils jouent aux jeux vidéo. Alors, par exemple, ils vont faire un Candy Crush pendant 5 minutes sur le téléphone, puis après on arrête, puis après, et puis il y en a un troisième il y a un troisième groupe qui ne se sont pas arrêtés. Voilà. D'accord, ça va pour tout le monde, c'est clair? Ok. Résultat de l'étude. Donc, j'ai directement pris ça de l'article. Résultat de l'étude, les capacités attentionnelles. Vous voyez, en rouge, il y a ceux qui ont fait les breaks sportifs.
En bleu, ceux qui ont fait les breaks jeux vidéo. Et en gris, ceux qui n'ont pas fait de pause. Mais j'expliquerai aussi après pourquoi en bleu ça baisse, c'est normal. Eh bien, donc, de fait, les capacités attentionnelles sont... On est plus attentif lorsqu'on a fait ces 5 minutes de pause sportive. On est plus attentif, et ça a quoi comme résultat? C'est qu'on retient mieux le cours. Le cours a été mieux mémorisé si, en gros, c'était 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, que si c'est, alors ça on le savait, tout d'un coup, voir si c'est 20 minutes, 5 minutes de jeux vidéo. 20 minutes. Donc, oui, c'est pas limité aux petits, c'est ce que je veux essayer d'expliquer. Hein. C'est pas du tout limité aux petits, l'effet de la pratique sportive, mais elle est répandue à tout âge, si j'ai le temps. Mais ça, c'est pas du tout mon métier, mais on a un groupe à Poitiers spécifique là-dessus, sur les bienfaits du sport chez les seniors. Un de mes collègues travaille spécifiquement là-dessus et voilà, il a des super résultats. Excusez-moi. Donc, on a vu le bilinguisme, on a vu l'activité physique et la pratique d'un instrument de musique. Pareil. La pratique d'un instrument de musique, il y a beaucoup maintenant d'études qui nous disent que c'est bénéfique. Alors, tout de suite, je vais vous dire plusieurs choses. Un, ce n'est pas l'écoute de la musique, c'est la pratique d'un instrument de musique. L'écoute de la musique, une nouvelle fois, ça ne fait pas de mal, mais en termes de développement des fonctions cognitives, on n'a jamais montré d'effet. Là, pour l'instant, vous savez, il y a beaucoup de recherches sur le bruit blanc. C'est très à la mode. Alors, il y a le bruit blanc, bruit rose, bruit... il n'y a pas de preuve encore. Hein. Mais écouter de la musique, on n'a jamais montré que c'était autrement que pour le bien-être. Hein. La motivation, il y a d'autres variables qui sont importantes. Pour les fonctions cognitives, on n'a pas trouvé que ça marchait. On a trouvé que ça marchait sur la pratique d'un instrument de musique. Alors, pour vous donner un exemple, expérimental. Là encore, il y avait des méta-analyses. Je prends un seul exemple, il y en a beaucoup. Une étude assez récente, 2018. Une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas. Alors, pourquoi elle était... Enfin, c'est pas anodin. Je vous explique ce graphique-là. Vous allez le comprendre, il est très simple. Aux Pays-Bas, en primaire, dans les écoles publiques, on peut prendre une option artistique. On a le droit de prendre une option artistique dès l'école primaire. Et dans beaucoup d'écoles, il y a deux choix. Enfin, oui, il y a 3 possibilités. Pas le faire. Pas d'option artistique. Option artistique, art plastique. Option artistique, musique. Les chercheurs se sont appuyés sur cette démarche qui est très écologique. Vous voyez, elle est très en milieu naturel. Ils ont simplement suivi des enfants pendant 1 an qui rentraient dans ce type d'école. Et ils ont regardé si leur choix d'option avait une influence sur leur fonction cognitive. D'accord? Vous voyez l'idée? C'est assez simple. Donc c'est un grand classique. Hein. On part de 230 gamins. On en enlève parce que les parents ne veulent pas qu'ils participent à une étude, les méchants parents. On enlève ceux qui ont été malades à un moment, les méchants enfants, etc., etc. Il en reste 176 et il y en a 44 en musique. Ah oui, je n'ai pas expliqué. Il y en a 44 en musique, 44 en art visuel, 44 en contrôle. Il y a Musique Plus, c'est quoi? Musique Plus, c'est ceux qui étaient en option musique, mais aussi qui faisaient de la musique extrascolaire, qui était par exemple au concert, enfin l'équivalent du, je ne sais pas ce qu'il y a en Hollande, hein, mais l'équivalent du conservatoire. Donc ils faisaient l'option musique, plus en dehors, ils avaient des cours de musique. Donc on a, et ce qui est intéressant, je vais expliquer pourquoi après. Donc on a musique, Musique Plus, art visuel, rien. Résultat sur une tâche qui s'appelle la Tour de Londres. La Tour de Londres, vous connaissez peut-être, c'est 3 piquets. Il y a des disques, un grand, un moyen, un petit. Et il faut réussir, alors il y a plein de sous-tests, hein, à mettre les 3 disques sur le piquet qui est vide à droite, mais avec une règle, enfin il y avait 2 règles. 1, on ne doit prendre qu'un disque à la fois. Et 2, on ne peut pas mettre un plus grand sur un plus petit. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, si je prends le petit, je le mets au milieu, bah, le moyen, je ne peux déjà pas le mettre au milieu puisqu'il y a le petit. Il faut que j'aille le mettre là. Puis après, je vais revenir. Et on compte le nombre de coups pour passer du piquet 1 au piquet 3. Eh bien, donc, c'est une des tâches, hein, ils en ont fait plusieurs. Hein. Donc vous voyez, et là j'ai mes trimestres. J'ai le début de la recherche, 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre, 4e trimestre.
Et en rond, vous avez les deux groupes musique. Et en triangle, vous avez art plastique, contrôle. À partir du 3e trimestre, et ça continue au 4e trimestre, vous voyez ce qui est montré avec les étoiles, c'est que les deux groupes musique sont meilleurs que les deux autres groupes. Il faut un certain temps, c'est normal, mais à partir de quelques mois, les deux groupes d'enfants qui étaient en option musique ont des meilleures performances, pas uniquement à cette tâche-là, je prends qu'un exemple, mais ont de meilleures performances en fonction exécutive. Et l'autre intérêt, c'est ce que je vous dis, c'est que finalement, musique plus et musique, il n'y avait pas de différence. Il y a sûrement un effet de saturation. Vous savez, ce n'est pas la peine d'en faire, c'est pas parce qu'on fait 10 fois plus qu'on sera 10 fois meilleur. Il y a sûrement un niveau minimum, un seuil, et après on devient plus virtuose en musique, on devient meilleur en musique. Mais au niveau des fonctions cognitives, apparemment, ça ne change plus. Ce seuil, on ne le connaît pas. Hein. Je ne pourrais pas vous dire, il faut 2 heures par semaine. Et puis, voilà. Et puis 3, ça ne sert plus à... Enfin, ça, c'est pas plus que 2. On est trop tôt dans les recherches. Et je ne pourrais pas vous dire, le piano, c'est mieux que la guitare. Je ne pourrais pas vous le dire non plus, parce que souvent, vous savez, on est pauvre quand on fait de la recherche. Et comme on est pauvre, on doit faire des choix. Et donc, dans ces groupes-là, souvent, on prend un instrument. Et ce que j'ai vu, moi, c'est que ça marche en piano, ça marche en guitare, ça marche en violoncelle. Je crois que c'est... Est-ce que j'ai vu autre chose? Je ne sais plus, mais au moins ces 3, piano, guitare, violoncelle, je suis sûr qu'il m'en manque un, mais je ne sais plus lequel, je suis désolé. Ces 3 instruments sont bénéfiques, mais je suis sûr que si on mettait l'accordéon, ça marcherait, quoi. Vous voyez, c'est pas parce que je ne le cite pas que ça ne marche pas, c'est qu'il n'a pas été testé. Donc voilà, quoi. La musique a un effet, donc un effet positif. Et donc maintenant, arrivons dans la dernière partie. Est-ce que les jeux vidéo ont un effet positif? Là encore, on va s'attendre à ce que je vais répondre oui, quand même. Sinon, qu'est-ce que je fais là? Juste les premiers, c'est pour prouver que ce n'est pas fataliste. Ce n'est pas parce qu'un gamin part avec moins de chances génétiques, c'est peut-être horrible de dire ça, hein, mais moins, je sais pas, moins d'opportunités, etc., que c'est foutu. L'environnement va vraiment être... positif et négatif. Hein. Ici, je parle que du positif. Mais il y a des variables environnementales qui sont aussi négatives. D'accord? Donc l'environnement joue un rôle. Donc les jeux vidéo, est-ce qu'ils ont un rôle? Alors, pourquoi on se pose cette question-là? Pourquoi moi je travaille là-dessus depuis quelques années, pas très très longtemps? Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que déjà, c'est une forte demande de la société. Pourquoi c'est une forte demande de la société? Parce que, après, je vais revenir sur quelques critiques, hein, mais un truc déjà factuel, un premier élément factuel, c'est que c'est le premier marché de loisirs au monde. C'est le premier marché de loisirs. Vous rassemblez cinéma, musique, littérature, vous n'arrivez pas au marché des jeux vidéo. Vous faites la somme des autres, hein, vous n'y arrivez pas. Donc les jeux vidéo, c'est le premier marché culturel. Alors certains disent « Ah, c'est pas la culture ». Je défendrai l'idée que c'est une activité culturelle. C'est le premier marché culturel au monde. Enfin voilà, ça c'est le premier marché. Alors oui, mais je commence par des faut pas tomber dans le stéréotype. Il y a que des geeks garçons qui ont les cheveux longs et qui sentent mauvais qui jouent. Il y a pas encore, on n'est pas à 50-50. Mais on est... Alors, vous voyez, on a le syndicat des éditeurs des jeux vidéo qui, tous les ans ou tous les 2 ans, fait une synthèse. Là, bien sûr, c'est 2022. Et nous disent ils ont 53% d'hommes et 47% de femmes. Qu'on a 37 millions de joueurs en France, de 10 ans et plus, parce qu'avant, on n'a pas le droit de demander. On a 7 sur 10. Que la moyenne d'âge, c'est pas 16 ans. La moyenne d'âge, c'est 38 ans. Donc c'est aussi intéressant. Faut sortir de certains stéréotypes. Que je cumule, hein, vous voyez. Alors, je vous explique. Moi, je travaille sur les jeux vidéo. Une façon de travailler sur les jeux vidéo, c'est de travailler sur la méthode suivante. Vous prenez des personnes qui ne jouent pas. Vous mesurez leur capacité cognitive. Vous les faites jouer pendant un certain temps, puis vous retestez pour voir si la pratique
a eu un effet bénéfique ou peut-être nocif, mais sûr. Donc, ça, je le fais. À un moment, on s'est dit, on va faire ça avec des enfants. C'est pas possible. On ne peut plus trouver des enfants qui ne jouent pas. Ils sont tellement atypiques que c'est foutu. On ne peut pas. C'est-à-dire que les gamins, on dit, ah bah tu joues, ah pas beaucoup, ça, ouais, non mais attends, ta mère ou ton père n'est pas là. Bah ouais, je joue beaucoup. 95% de 10 à 17 ans, 95% des enfants jouent au moins occasionnellement. On ne peut pas trouver des non-joueurs. Ça ne marche pas, ça. Donc on a, vous voyez ici, un classique 10-14, c'est le max, enfin 10-17, quoi. Après, c'est des questions soit de disponibilité temporelle, soit de culture, soit d'expérience. Et oui, le marché mondial du jeu vidéo pèse plus de 300 milliards de dollars. C'est le premier marché culturel au monde. J'ai commencé par ça, mais c'est parce que je n'avais pas ma diapo sous les yeux. Mais oui, c'est le premier. Et en plus, c'est en croissance. Vous imaginez que les investisseurs américains rachètent tous les studios parce que ça fait du 10% par an. Donc ça marche très très bien. Donc c'est plus un marché de niche du tout, quoi. C'est fini. Enfin, ça fait très longtemps que ce n'est plus un. Mais c'est le premier marché. Donc, est-ce que cette pratique a une influence sur les fonctions cognitives? Est-ce que cette pratique a une influence sur les fonctions... on a commencé à 2h30, 3h30. À 4h moins le quart, il me reste une demi-heure. Donc, est-ce que ça a une influence? Alors, première chose, je vais m'asseoir parce que là, il faut... sur une vidéo. Première chose, c'est presque... Vous voyez, jouer d'un instrument de musique, ça a très bonne presse. Si vous voulez, je vais vous montrer. Moi, j'ai une étudiante en thèse avec moi qui travaille sur, enfin, qui va soutenir dans quelques semaines. Elle va être docteur en quelques semaines, mais elle travaille sur les jeux de société. Globalement, je vous explique comment ça se passe. On arrive au collège, il y a des ateliers on propose un atelier jeu d'échecs le midi. Mais alors là, on a tout le monde, le directeur d'établissement, bras ouverts, etc. Puis on dit, bah, mais il faut un autre groupe, jeux vidéo. Oh là. Ah non, c'est mort là, c'est foutu. Non, vous ne pouvez plus y venir, vous n'avez pas le droit, quoi. C'est pas possible. Vous voyez, si on était venu avec des violons, là encore, mais il n'y a pas de bonne presse. Il n'y a pas une bonne presse globalement. Donc déjà, d'entrée de jeu, il y a un effet négatif qui repose sur quoi? Je pose la question. Pourquoi vous voulez plutôt un échiquier qu'une Switch? On va comparer justement les deux, on va regarder lequel a le plus de bénéfices cognitifs. Une étude qu'on a fait. Eh bien, c'est très compliqué de pouvoir entrer dans un établissement parce qu'ils ne veulent pas. Alors, par exemple, en Chine, pour vous donner un exemple de la mauvaise presse, en Chine, en 2019, première restriction, pas le droit de jouer entre 22h et 8h. Deuxième restriction, pas le droit de jouer de plus de 3 heures par semaine. La majorité des gamins de 17 ans, on leur dit 3 heures par semaine, ils disent non mais je fais ça en 2 jours, quoi. Et c'est contrôlé, hein, si j'ai bien compris. Bon, ok, c'est un choix politique. Ok. Alors revenons peut-être plus près de chez nous. Quelque chose qui a fait du bruit. On a vu apparaître l'apparition d'un trouble. Alors la CIMS, c'est la classification des maladies mentales. Tous les 4-5 ans. Oui, là on est à la 10e édition. Tous les 4-5 ans, il y a une mise à jour des maladies mentales, comment on les diagnostique, quelles sont les conséquences, etc. Dans la dernière version, il y a une apparition d'un trouble du jeu vidéo. Donc c'est bien sûr c'est gaming disorder en anglais, ça a été traduit, je pense, oui. Et donc, de manière un peu surprenante. Je crois que c'est donc en 2018 que ça a apparu, ça. Et ça a été un peu surprenant. Alors, je vais vous montrer sur quoi ça s'appuie. Alors, ça s'appuie vraiment sur l'addiction aux drogues et aux alcools. Ils sont partis sur le même grille de lecture. Non, mais c'est pas possible. Voilà le type de questionnaire. Donc, moi, je suis pas psychiatre. Hein. Je ne travaille pas là-dessus, hein, c'est juste pour faire une illustration. Hein. Je ne travaille pas là-dessus, mais voilà le type de questionnaire. Et moi, un jour, j'ai suivi un chercheur anglais, mais vraiment qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. J'étais dans l'audience et il faisait une conférence et il a commencé sa conf en disant
Voilà, il n'a pas montré ça. Il a dit voilà, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée, c'est le game disorder. Donc on va vous interroger, est-ce que quelqu'un ici a une passion? Il y en a un qui a dit oui, moi football. Très bien. Est-ce que vous pensez au football même quand vous ne jouez pas au foot? Bah oui. Est-ce que ça consomme de votre temps personnel de jouer au foot? Bah oui. Est-ce que ça, dans vos discussions familiales, ça machin? Est-ce que vous avez augmenté votre temps de pratique du foot? Oui. Bah, vous êtes drogué du foot. La conclusion était celle-là. Vous êtes drogué du foot. Et il n'y a pas de football disorder. Ce que je veux dire par là, c'est que, donc moi, avec un autre de mes collègues, Armand Chattard, c'est plutôt le spécialiste de cette notion-là, on va distinguer passion et addiction. Et la notion de passion, là, tout de suite, là, oui, il y a des gens passionnés, mais qui ne sont pas du tout addicts. Pas du tout addicts. On a, et je crois que je n'ai pas mis cette diapo-là dans cette présentation, mais si on compare, par exemple, c'est simple, hein, ce qui a été fait, une étude qui a été faite. On prend des gens qui sont censés être addicts. On leur enlève les jeux vidéo. Comme on prend un héroïnomane, on lui enlève l'héroïne. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est équivalent. Et on regarde les symptômes physiologiques. Ça n'a rien à voir. Entre les pensées morbides, suicidaires, augmentation de la pression, sudation, etc. Tout ce qui est le phénomène de manque d'une addiction aux jeux vidéo, on n'a pas ça. Souvent, c'est l'ennui. Les gens disent « Ah, mais non, mais qu'est-ce qu'on s'en... Nuit !» Voilà, mais on n'a pas ça. Donc, est arrivée, vous voyez, une grosse étude internationale avec plein de chercheurs, plein de pays qui se sont mis ensemble pour dire « Non, on ne peut pas conclure à un trouble du jeu vidéo. On n'a pas les éléments scientifiques pour ça. Pas du tout. Donc ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus prudent dans cette classification. Donc l'addiction, peut-être sur des cas extrêmes, et peut-être surtout sur des cas fragiles, où l'addiction aurait pu être sur un autre objet. Il y a quelque chose de plus fréquent. Je ne sais pas si dans la mauvaise presse, mais écoutons notre président. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Qu'est-ce qu'on était content d'attendre ça. Je suis sûr que je vais rentrer dans le collège avec mes jeux vidéo, moi. Alors, ok, ils disent ça, mais c'est même bizarre. Alors, très honnêtement, et je vais être très très honnête, je m'oblige, il y a peut-être une semaine ou 10 jours, voilà une communication officielle de la présidence qui dit « Ah non, mais finalement, vous n'avez pas compris. Je ne condamne pas, c'est les jeux vidéo, etc. » Pourquoi? Parce que c'était le gros marché du jeu vidéo en France, où on se rend compte du pouvoir économique. Et il était donc invité à ce marché. C'est juste... Là, peut-être s'est dit, voilà. Mais j'espère qu'il n'y a pas qu'une question économique. De fait, là, il y a une contradiction à quelques semaines d'intervalle. Les deux sont vraiment à quelques semaines d'intervalle, où là, maintenant, les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle. Voilà, n'en jetez plus. On a vraiment un contraste. Mais si on revient sur la science, si on revient sur le fait scientifique, ça va plus loin. Là, je vais être très clair. Il n'y a pas de lien entre la pratique de jeux vidéo et des comportements violents. C'est-à-dire, je dis pas, on ne sait pas s'il y a ou pas, comme sur l'addiction. Là, il est maintenant établi. Une nouvelle fois, ici, nous avons une méta-analyse, vous voyez, qui date de 2015, elle n'est pas d'hier. Une première méta-analyse en 2015, où il y a eu plein d'études. Eh bien, les comportements agressifs, les comportements d'isolement social, tout ce qu'on peut lancer comme critique, il n'y a pas de lien entre
la pratique du jeu vidéo, le temps de pratique de jeux vidéo et ses comportements problématiques. Ça va même plus loin. Il n'y a pas de lien, même si on joue qu'à des jeux violents. C'est-à-dire qu'on pourrait faire cette idée, je vais jouer à des jeux violents et donc je vais sortir. Alors, j'aurais pu vous mettre, Donald Trump avait fait la même critique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une tuerie dans un établissement scolaire, c'est la faute aux jeux vidéo. Et 95% jouent. Donc on est sûr quasiment que celui qui va tirer, il joue. Mais ouais, il faut tomber sur les 5% qui ne jouent pas. Hein. Donc c'est compliqué. Donc forcément, oui, si je vais juste... Ah, est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Oui. Est-ce qu'il joue à Call of Duty, un jeu de tir? Oui. Ah bah donc c'est à cause de ça. Non, héros, là. Je vous donne un exemple. Une étude de 2018. Une étude allemande. Je crois. Oui. Allemande. C'est simple. Temps 1, on mesure niveau d'agressivité, attitude sexiste, empathie, santé mentale. Pré-test. Puis on fait jouer pendant 2 mois à Grandes e-photos, jeux violents, pas par définition, mais jeux violents, mais un best-of. Les Sims, jeux pas violents, rien. Donc j'ai mes 3 groupes. Okay, et je recommence, après ces 2 mois, je remesure. Eh bien, il n'y a aucun effet d'avoir joué pendant 2 mois à Grandes e-photos n'influence pas le niveau d'agressivité, les attitudes sexistes, et pourtant c'est un jeu sexiste. L'empathie, la santé. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'un schéma. On a eu la même chose sur les films d'horreur, on a eu la même chose sur la musique métal, on a eu la même chose sur les jeux de rôle. À chaque fois, on a la même chose en disant « Ah, il écoute de la musique violente, il est violent ». Il n'y a pas de lien entre l'écoute de la musique violente, entre guillemets, métal. Ils ont comparé, par exemple, ceux qui écoutaient du jazz à ceux qui écoutent du métal. Eh bien, il n'y a pas de lien sur les comportements violents. On n'est pas plus violent quand on écoute du métal que quand on écoute du jazz. Pareil sur les jeux vidéo. Ça va même à l'inverse. Ça va même à l'inverse. Une étude... Oui, c'est bien. Je suis désolé, je me retourne. Oui, il faut que je mette une étude d'un groupe anglais et dont je suis tellement jaloux, parce qu'ils ont eu 2 collaborations avec Electronic Arts et avec Nintendo. Je suis jaloux, pourquoi? Parce que quand moi je fais une étude, comment ça se passe? Je prends des participants et par exemple, j'estime leur pratique ludique. Je leur demande, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? À quoi vous jouez? Combien de temps par semaine? Vous voyez, sur quelle console, etc. Mais c'est une information rapportée. Et on sait qu'on n'est pas tout à fait honnête. On n'est pas tout à fait honnête. Alors, à chaque fois, c'est anonyme, mais on n'est pas complètement honnête. Ou des fois, même, on oublie. On ne se rend pas compte du temps qu'on passe. C'est ce qu'on va appeler le flow. Vous savez, le temps qui passe, on commence à jouer, on lève les yeux, il s'est passé une demi-heure, on a l'impression qu'il s'est passé 10 minutes. Donc, on n'est pas totalement fiable. Eux, ils ont fait fort. Ils ont pris les temps de connexion. Directement. La boîte leur a filé. Et donc, ça leur a permis d'avoir... Alors, donc, ils ont joué à Plantes vs Zombies, 518, et à Animal Crossing. Animal Crossing, c'est le best-of du confinement. Hein. Tout le monde jouait à Animal Crossing. Donc, c'est un jeu très calme, très positif, etc. Plantes vs Zombies, c'est un peu plus rigolo. Et donc, ils ont regardé ça et ils ont estimé sur ces... Vous voyez, en tout, ça fait plus de 6500 participants. Le lien avec le bien-être. Bien-être, il y a plein de questionnaires, il y a plein de tests, il y a plusieurs choses. Je prends je prends pas une nouvelle fois, j'ai pris le papier, je le mets. Vous voyez ici, en bas, vous avez le temps d'heure estimé par les connexions. Et là, vous avez en Y la qualité du bien-être individuel sur 3 dimensions différentes, soit avec Plantes vs Zombies, soit en bleu, soit avec Animal Crossing. En rouge, eh bien, pour l'ensemble de ces études, il y a une corrélation significative. Plus j'ai joué à l'un comme à l'autre, meilleur est mon sentiment de bien-être. Donc, ce qui est complètement à l'inverse du départ.
Alors bien sûr, hein, je ne sais pas si vous connaissez Animal Crossing, ça va être compliqué d'aller agresser les gens avec des navets, puisque ça se passe beaucoup en plantation ou en déco, mais on pourrait dire, ah oui, ça marche que sur les jeux calmes, etc. Peut-être, il n'y a pas eu beaucoup de réplication encore, peut-être, mais ce que je veux simplement dire, c'est que l'image qu'il y a derrière, c'est que finalement, le jeu vidéo, à l'instar du sport, peut être un moyen aussi d'augmenter son bien-être personnel. Mais à l'instar de jouer un instrument de musique, hein, ce n'est pas exclusif, mais c'est pas compliqué. Eh bien, dans le quart d'heure qui me reste, je vais vous parler du cœur. Je commence ma conférence maintenant. Jeux vidéo et fonctions cognitives. Et encore, je la commence facile, je la commence. Si je vous dis, est-ce que les jeux vidéo améliorent votre intelligence ? Vous allez me dire, peut-être ou pas, mais vous allez me dire, on va parler des serious games, des jeux sérieux, des jeux qui entraînent le cerveau. Les jeux sérieux qui entraînent le cerveau, il y a deux grandes catégories, pour moi. Pour moi, il y a deux grandes catégories. Une première catégorie qui est une catégorie d'apprentissage, ou d'orientation, enfin d'apprentissage. Par exemple, il y a des serious games pour apprendre le code civil. Je l'ai pas mis ici. Il y a des serious games pour apprendre tous les différents problèmes de vue. Il y a des serious games pour arrêter de fumer. Qui donne donc toutes les trucs et astuces et les conséquences de fumer. Il y a les serious games pour l'orientation scolaire. On a une start-up à Poitiers qui marche très bien, qui a eu un prix, etc., qui, à travers un jeu, aide les élèves de 3e à l'orientation scolaire. Il y a des serious games pour apprendre à conduire, pour apprendre à opérer, pour apprendre à... Enfin voilà, ça marche très bien. En médecine, ça marche très bien. En droit, dès que c'est un peu rébarbatif, dès qu'on enrobe, donc dès qu'on gamifie, dès qu'on ludifie un apprentissage, ça aide à la motivation. Dès qu'on doit apprendre l'ensemble des os, du pied, si c'est à travers un jeu, ça passe mieux et plus rapidement. Surtout, on abandonne moins vite. Ça, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est les jeux d'entraînement cérébral. Et le plus célèbre, c'est Kawashima. Jeu Nintendo, c'est le plus célèbre. Alors, Kawashima, si vous ne connaissez pas, alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas, hein, très honnêtement, je donne des cours à développeurs de jeux. Oh là, ça va hurler aussi. Mais comment je fais ? Donc, vous voyez, il y a du calcul mental, il y a de la mémoire. Je suis désolé, c'est fort. Il y a du calcul mental, il y a de la mémoire. La tâche de Stroop que je vous ai montrée sur les mots et les couleurs, elle est dedans. Donc, en gros, l'idée, c'est on va s'entraîner à la mémoire et on va avoir une meilleure mémoire. On va s'entraîner au calcul mental, on va avoir un meilleur calcul mental, etc. Et il y a une volonté de... J'avais retrouvé cette publicité-là. Feuille. Pierre. Feuille. Ciseaux. 70 moins 6, alors 64. Et voilà. Ah non. Et vous, quel âge a votre cerveau? Découvrez-le avec programme d'entraînement cérébral avancé sur Nintendo DS. Ça va pas se passer comme ça. Donc on a un âge en cerveau, et la promesse, c'est qu'à force de jouer, je vais en gros, et on sait que c'est horrible quand on va muscler notre cerveau. Vous imaginez, je vous parle de fonctions cognitives et de jeu, c'est forcément le premier outil dont on va parler. Alors je vais vous montrer des études qui se posent la question, est-ce que ça marche? En dehors du message publicitaire. Une étude française, alors il y en a deux, il y a une grande étude américaine qui a été publiée dans Nature sur Kawashima. Il y a une étude française donc de Grenoble qui a comparé des... donc brain training, parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire que c'était Kawashima. Okay, donc l'entraînement cérébral, jouer à Mario, donc c'est pas un jeu pour muscler son cerveau, c'est juste pour s'amuser. Les mêmes exercices, mais en papier et crayon. Vous imaginez le calcul mental, je suis pas obligé d'avoir je peux le faire en papier crayon, je vous ai montré Stroop, je peux le faire en papier crayon, etc. Et puis un groupe contrôle. Voilà. J'ai 4 groupes, et ils ont fait plein de tests.
inhibition, mémoire visuelle lampant, en avant, en marche arrière, test des cubes. Donc ils ont fait plein de tests. Et donc, l'idée, la promesse de Kawashima, c'est que le groupe bleu sera meilleur que tous les autres. À aucun moment, ça marche. Il n'y a aucun test qui montre le bénéfice de Kawashima sur le fonction cognitive. Ça ne marche pas. Kawashima ne marche pas. Là, des fois, je suis ultra prudent. Là, il n'y a pas que cette étude. Hein. Si je le dis, c'est que ça a été répliqué. Ça a été fait aux USA sur 1200 enfants qui ont joué. Et ça ne marche pas. Là, il y en avait beaucoup moins. C'est une étude française, il y en avait beaucoup moins. Et presque, parce que ça va m'emmener au petit point suivant, là, vous voyez une étoile, c'est rouge versus les autres. Rouge, c'est Mario. La seule différence significative dans cette étude, c'est ceux qui ont joué à Mario. Donc on va arriver à Mario tranquillement. Les jeux sérieux, le gros problème, c'est que ça ne se transfère pas dans la vie de tous les jours. Le gros problème, il y a plusieurs, mais le gros problème, c'est que ça ne se transfère pas dans la vie de tous les jours. Vous jouez, en plus c'est ennuyeux, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais c'est une purge ça, hein, faire du Kawashima. Mais vous êtes sur Kawashima, oui, vous allez vous améliorer. Oui, votre cerveau va passer de 65 à 60 à 55, oui. Mais une fois fermé Kawashima, est-ce que ça va avoir un impact dans le quotidien? La réponse est non. Zéro impact. Donc, si c'est pas très fun de jouer à Kawashima, et c'est comme, je sais pas, un médicament qui est dégueulasse, si au moins il me soigne, ça va, je le prends. Mais là, il n'est pas bon, le médicament, il ne me soigne pas. Donc, on laisse tomber. Donc, si vous avez un cadeau à un neveu, une nièce, un petit-fils, etc., et vous dites, je vais acheter ça parce que c'est du jeu vidéo, mais en même temps, c'est positif. Allez acheter un Mario. Alors, les vrais jeux vidéo. Il y a deux grandes méthodologies, je vous en ai parlé. C'est pour ça, il y a la comparaison joueur-non-joueur et il y a la comparaison où on entraîne. Vous comprenez? Soit je prends à un instant T des joueurs et des non-joueurs, soit je prends des non-joueurs et je les entraîne et je regarde l'effet. Les premières études dans les années 2010, donc en gros il y a à peu près à peine 15 ans de recul sur ces travaux-là. Première vraie étude publiée importante, elle est de 2009. Mais là, vous voyez, il y en a une de 2007. Mais alors oui, en haut je parle des traitements visuels, je vais pas en parler ici, je vais me concentrer à la cognition. Je compare des joueurs et des non-joueurs. Les joueurs sont meilleurs en flexibilité mentale, je vous donne quelques références, il y en a beaucoup. Ils sont meilleurs en attention, je vous donne quelques références, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on compare, en essayant de se dire toutes choses étant égales par ailleurs, des joueurs et des non-joueurs, c'est à l'avantage des joueurs. Ils sont meilleurs. Ici, je vous donne deux exemples, en flexibilité mentale et en attention. Mais vous voyez, donc, ils comparent deux populations. Nous, on a été un tout petit peu plus loin, c'est un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps, en 2023. On a publié un article en 2023 où on s'est dit, ah oui, mais on veut pas justement, on veut pas dire A ou B, est-ce que je suis joueur ou non joueur? Il y en a qui jouent 1 heure, il y en a qui jouent 2 heures, il y en a qui jouent 10 heures, il y en a qui jouent 30 heures. On voulait faire une variable continue et pas simplement deux groupes. Et en plus, on a comparé avec le jeu de société. Donc, ici, vous voyez, pour vous donner un exemple, c'est pas très lisible mon graphe, mais c'est un exemple. Alors, c'est des adultes. C'est des adultes. Ici, vous avez le temps de jeu déclaré. En rose, les jeux de société. En bleu, les jeux vidéo. Vous voyez que plus on s'éloigne, les jeux de société, la moyenne, elle est beaucoup, on va être 2-3 heures en moyenne. Et les jeux vidéo, on va être beaucoup plus. On va être beaucoup plus. Il y a encore un pourcentage qui joue 30 heures par semaine aux jeux vidéo. Donc, on a pris toute cette diversité
On a pris toute cette diversité de temps de jeu et on a fait plein de tests. C'est mon étudiante en thèse qui a fait ça. Elle a fait plein de tests. Chaque participant, donc vous avez vu, il y en a 500 et quelques. On fait 6 tests. Un test d'intelligence fluide. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut trouver l'objet. Alors là, c'est simple, hein, c'est le premier item. Hein. D'accord. Faut trouver le QCM manquant. Ça, ça dépend de la couleur et de la forme. Et donc, il faut tout le temps passer d'une stratégie à l'autre. Flexibilité mentale. La tour de Londres, un exemple. D'accord ? Il faut réussir à basculer. En gros, on doit arriver à ce modèle-là avec cette base-là, et c'est le nombre de coups minimum. Mémoire visuelle, calcul mental, et là, il faut trouver là-dedans, est-ce qu'il y a un T ou il n'y a pas un T ? Là, il y a plein de L. Ce qu'il faut trouver. Donc, recherche visuospatiale, le plus rapidement possible. Donc, plein de tests cognitifs. Ah oui, j'ai pris la diapo à mon étudiante en thèse. Donc c'est en anglais et il fallait que je clique plein de fois. Voilà, j'ai fini. Alors non, je vais le faire comme ça parce que c'est le côté un peu surprenant. Jeux vidéo, amélioration dans toutes nos variables. Plus je joue aux jeux vidéo, meilleures sont mes fonctions cognitives. Plus je joue aux jeux vidéo, en gros, souvent avec une saturation autour de 8 heures par semaine. On a notre courbe qui commence à s'aplatir à 8 heures par semaine. On a fait des statistiques non linéaires. Et donc, alors pour la petite histoire, c'est Léa Martinez qui a travaillé là-dessus. Sa thèse est payée par le plus gros éditeur de jeux de société. Et donc les jeux de société, le bénéfice, aucun. Aucun lien dans ce qu'on a mesuré. On n'a pas trouvé de lien entre le temps passé à des jeux de société et les fonctions cognitives. Ça, il a fallu aller leur dire. Mais là, pour l'instant, peut-être qu'on se trompe complètement. Peut-être que ceux qui jouent le plus sont... Non, excusez-moi. Je reprends. Peut-être c'est ceux qui ont les meilleures fonctions qui jouent le plus. Ce n'est pas forcément ceux qui jouent le plus qui ont les meilleures fonctions. J'ai un lien, je n'ai pas de cause à effet. La seule façon de le faire, c'est de l'entraînement. Je prends des non-joueurs, je mesure à T0, j'entraîne, je mesure à T+1. Des fois, je laisse passer même 15 jours, 1 mois, 2 mois, je remesure pour voir s'il y a un effet. La première étude, elle date de 2013 sur l'entraînement. Elle date de 2013 par un groupe allemand. Et 23, vous voyez, tout est écrit, des jeunes adultes ont joué à Super Mario pendant 30 minutes pendant 2 mois. Ok, vous voyez l'idée ? Ils ont pris un groupe de non-joueurs. Il faut les trouver. 23. Ils leur ont donné le matériel. Et alors c'était facile, ils ont contrôlé les logs. Et donc ils devaient jouer, ils s'engageaient à jouer 30 minutes par jour pendant 2 mois. On a mesuré les compétences avant, on mesure les compétences après. Amélioration des capacités d'attention chez des jeunes adultes. Et ça, je pourrais reprendre 1h30 pour dire que là, ça a été une énorme surprise. On pouvait se dire éventuellement, chez les enfants, ça marche parce qu'il y a beaucoup de plasticité encore. Mais chez des adultes, on était quand même parti du principe que l'attention, depuis l'âge de 6 ans, c'est foutu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On a fait ça, et après c'est plat, puis après ça descend. Et là, on a des adultes de 23 ans. On les fait jouer. Et ils améliorent leur capacité attentionnelle. Ce qui n'est pas, entre guillemets, normal. Ce papier-là a mis beaucoup de temps pour être publié parce que les reviewers n'y croyaient pas. Ils pensaient qu'il y avait de la triche, donc ça a dû être répliqué, puis répliqué. Et enfin, bah oui, on y croit. Donc on a vraiment là une double surprise. C'est pas... Super Mario, c'est pas pour améliorer ses fonctions attentionnelles, c'est pour s'amuser. Et c'est avec des jeunes adultes. Et on améliore une fonction qu'on pensait cristallisée depuis l'âge de 6 ans. Ça va plus loin, c'est qu'ensuite, ils ont même fait de l'imagerie cérébrale. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ils ont montré que comparé à ceux qui ne jouaient pas, il y avait une modification des réseaux neuronaux et une plus grande plasticité de certaines zones neuronales grâce aux jeux vidéo.
Donc là, on est face à quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'un effet classique, c'est-à-dire c'est pas un effet juste tout de suite après d'apprentissage, comme Kawashima. C'est pas que j'apprends mieux à répondre plus vite, c'est que ça va plus loin que ça, c'est que j'augmente fondamentalement mes capacités cognitives, donc cérébralement. Je vais terminer en disant que c'est pas tous les jeux se valent pas. Je vous ai déjà parlé de... Et donc, après ce papier-là, on s'est dit, mais est-ce que jouer, par exemple, à un jeu de réflexion versus un jeu d'action, ça a le même effet? Eh bien, ce qui est maintenant, là encore, depuis plusieurs années démontré, c'est que le bénéfice, on arrive à le montrer que sur des jeux d'action, pas sur des jeux de réflexion. C'est totalement contre-intuitif. Pour améliorer, je vais aller très vite parce que dans certains papiers, c'est ça, l'intelligence fluide, il faut jouer à des jeux d'action et pas à des jeux de réflexion. Là, vous voyez, vous avez un StarCraft, une première étude en 2013, StarCraft contre les Sims, jeu d'action versus un jeu de réflexion, enfin, voilà, un jeu où on a le temps qu'on veut pour jouer, il n'y a pas de pression temporelle, eh bien, la flexibilité mentale augmente que quand je joue à StarCraft. En 2013, ça a été montré qu'on augmentait ses capacités de jeu et je pourrais, là, je vais passer cette diapo-là, donc je vais aller relativement vite parce que je vais arriver à une conclusion, il est 45, donc des jeux d'action. Daphné Bavelier, qui est une chercheure suisse à Genève, travaille beaucoup là-dessus, a montré ça sur ce qu'on appelle les capacités de rotation mentale. Vous voyez, vous avez cette tâche, vous voyez, est-ce que enfin j'aurais pu vous montrer les items, mais est-ce que cet élément c'est le même que celui-là ou est-ce qu'il est différent? C'est le genre de tâche qu'on fait. Donc dans sa tête, on doit tourner un Lego pour voir s'il est pareil. Donc ça prend un certain temps, on est plus ou moins rapide ou on est plus ou moins lent. Ben, si on joue pendant 10 heures, simplement 10 heures aux jeux vidéo, on s'améliore dans cette tâche-là. Ça je passe, ça je passe. Je finis avec les seniors. Est-ce que ça marche aussi pour les seniors? Quel égoïsme! Eh bien, oui, ça marche pour les seniors. Je vous présente 2 études parmi un certain nombre. Une étude publiée dans PLOS ONE en, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai 2017. Une étude qui a été publiée dans PLOS ONE en 2017, où on prend 3 groupes. Vous voyez, vous avez les âges moyens là. D'accord? 3 groupes. On a le groupe jeux vidéo, on a un groupe musique. On leur demande de faire un instrument de musique. Et un groupe rien, contrôle. On a les âges moyens, on a le niveau d'éducation, vous savez, ils essayent. C'est compliqué de recruter, d'avoir des groupes qui marchent bien, enfin qui soient bien appareillés. Et donc, le groupe musique comme le groupe jeux vidéo, c'était long. C'était une étude qui demandait un vrai investissement chez les participants, parce que c'est 6 mois, pendant 6 mois, 30 minutes, 5 fois par semaine. D'accord? Donc, mais il ne faut pas rêver, hein. Il n'y a pas de truc miracle, paf, aussitôt, quoi. Résultat, vous voyez. Alors oui, donc deux subtests que j'ai pris ici. MoCA, c'est un test de fonction exécutive qui mélange les différentes fonctions, les 3 dont je vous ai parlé. Et puis un test de mémoire à court terme. Donc on a pré-test, post-test, avant l'entraînement et après l'entraînement, le groupe contrôle, le groupe musique, le groupe jeux vidéo. Ça, c'est clair pour tout le monde? Le seul groupe où il y a une différence significative, c'est le groupe jeux vidéo. C'est le seul groupe qui s'améliore à la fois dans les fonctions exécutives et en mémoire de travail. Ça va plus loin, là encore, ils ont fait de l'imagerie et ils ont montré comment ça a impacté l'activation cérébrale. Je commence à être fatigué. L'activation cérébrale et donc la pratique, ça va plus loin que les tests. Ils ont montré, grâce à des IRM, que la pratique du jeu vidéo entraînait une augmentation du taux de matière grise au niveau de l'hippocampe, une zone qui est très reliée aux capacités de mémoire.
Ça, c'est 6 mois, 30... Enfin, oui, la posologie, c'est pendant 6 mois, 30 minutes, 5 fois par semaine, quoi. D'accord ? Donc, on va montrer une étude un peu plus légère en posologie, quoi. C'est jamais anodin, hein. Donc là, on est sur une étude publiée dans Frontiers en 2016. Une étude publiée dans Frontiers. Et donc, toujours pareil, hein, les âges, vous voyez, vous avez 69, 73 ans. Le groupe jeux vidéo et le groupe contrôle, c'était quoi ? C'était des groupes de parole. Justement, sur la cognition, en gros, est-ce que quand vous venez m'écouter, vous améliorez vos fonctions exécutives ? La réponse est non, en l'occurrence. Si vous aviez joué pendant 1h30, vous auriez amélioré vos fonctions exécutives. Donc, il y a là, c'est 7 à 8 semaines, 6 jeux différents, et simplement 2 heures par semaine. Et là, c'est que 7 à 8 semaines, hein, d'accord ? Soit donc du jeu vidéo, soit de la parole. Et donc, je pourrais vous montrer beaucoup de graphiques. En pré-test, vous voyez, ce qui est en pointillé, c'est le groupe contrôle. En ligne pleine, c'est le groupe jeux vidéo. Donc, vous voyez, en pré-test, j'ai pas de pointeur, je suis désolé. En pré-test, il n'y a pas de différence. Là, c'est en post-test. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont revenus tester 3 mois après avoir joué. 3 mois après avoir joué, c'est-à-dire qu'on fait les 7 à 8 semaines, on arrête, et on vous revoit dans 3 mois. C'est presque le dernier, c'est le follow-up le plus intéressant. 3 mois après, il y a encore la différence significative. 3 mois après, il y a encore la différence significative. 3 mois après. Alors, j'ai pas le temps de vous parler de tous les tests. Ça, c'est un peu du puzzle. C'est des tests de puzzle, donc traitement visuospatial. Là-bas, on a de la mémoire verbale. Il y a de la mémoire des visages. Alors là, vous voyez, par exemple, sur la mémoire des visages, ça ne marche pas. Ça marche juste après, mais ça ne marche plus 3 mois après. Mais ici, sur les images familières, il y a encore un effet 3 mois après. Donc j'espère vous avoir un petit peu convaincu que les vidéos ne sont pas nocives comme l'image qui est véhiculée par les médias, par différentes choses. J'ai régulièrement des événements qui montrent qu'il faut lutter. Qu'à l'opposé, ce n'est pas un remède miracle. Qu'à l'opposé, penser que c'est un remède miracle, non. C'est d'abord une activité de loisir. Et que justement, dès qu'on rentre dans l'idée, j'aurais pu vous présenter ça avec des enfants, que ça va t'aider, ça ne marche plus. Il faut laisser le côté, il n'y a pas d'autre traduction, hein, c'est le niveau de fun qui est très important. Il faut qu'on s'amuse. Il ne faut pas qu'on soit là, je vais améliorer ma mémoire en jouant à ça. Ça ne marche plus. Il faut prendre un jeu auquel on s'amuse. Le niveau de fun est relié, c'est Sandro Franceschini qui travaille par exemple là-dessus en Italie, qui montre clairement qu'il y a un lien entre le niveau de fun d'un jeu et son bénéfice. Et donc dès qu'on intellectualise un jeu, vous comprenez ce que je veux dire, dès qu'on dit voilà, ça va t'aider là-dessus, dès qu'on a des graphiques et tout ça, ça marche plus. Il faut laisser les choses, voilà. Donc c'est pas un remède miracle, il faut pas le prendre comme un remède. Quand j'ai parlé de postologie, c'est surtout pas. Mais qu'effectivement, il y a un effet bénéfique, peut-être simplement un petit effet bénéfique, on va rester très modeste, mais ça marche chez les petits, chez les moyens et chez les grands. Ça marche à tous les niveaux d'âge. Et donc, voilà, il y a encore plein de questions, mais ça, c'est mes étudiants en thèse qui travaillent dessus. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Lambert. Avez-vous des questions ? Merci. J'ai un peu décroché quand les jeux sont devenus un peu plus collaboratifs. Et actuellement, quasiment tous les jeux en ligne sont effectués en mode collaboratif et en équipe, quoi. Alors, quel est l'impact supplémentaire ou est-ce que ça dégrade l'amélioration des fonctions cognitives avec le travail d'équipe, justement, et le jeu en mode collaboratif ? De fait, il y a une poussée depuis qu'il y a des réseaux qui tournent sur le jeu en réseau. Il y a une grosse poussée, donc il y a des questionnements là-dessus. Il y a 2 réponses. La première, c'est ça ne change pas le bénéfice. C'est-à-dire que ce qu'on joue en solo ou à plusieurs, on a toujours les mêmes bénéfices.
mais il y a des bénéfices supplémentaires à jouer en collaboratif. Ça peut sembler complètement accidentel, mais l'apprentissage d'une langue seconde est relié au temps de jeu en collaboratif. Il y a des mesures langagières qui sont reliées au temps de jeu collaboratif. Il y a une étude suédoise qui est magnifique là-dessus. En gros, nos gamins français, ils parlent mal anglais. Je vais vite, hein, d'accord, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec eux, mais globalement, on n'est pas bon. Et en Suède, ils sont super bons. Donc, on essaye de comprendre pourquoi ça marche mieux en Suède qu'en France. Une des explications, c'est que tous leurs échanges en jeux vidéo, c'est en anglais. Ils parlent en anglais en jouant. Et donc, même si c'est un anglais tout pourri, hein, mon fils, il fait pareil, c'est l'auberge espagnole. Hein. Mais c'est pas grave, parce que déjà, ça désacralise complètement le langage. C'est en gros, j'ai besoin de me faire comprendre avec toi. Je parle mal, on s'en fout. Et donc, ça a été mesuré. On a un effet. Et on a un effet globalement sur les fonctions langagières, le jeu en réseau, supérieur au jeu en solo. Et sur les bénéfices cognitifs, c'est équivalent. D'accord. Et ce ne serait pas par hasard ce qu'a craint président Manu en expliquant les intoxiqués, c'est-à-dire qu'ils retranscrivent un mode collaboratif virtuel en mode collaboratif réel. Mais tous les jeux où on montre qu'il n'y a pas d'impact sur la violence, c'est des jeux en réseau. Et il n'y a pas d'impact sur la violence. Donc, Bon, je vais essayer d'être bref. Ça va pas être facile. Bon, je vais apporter un témoignage. J'allais dire, les jeux vidéo m'ennuient. Et pourtant, j'ai appris à piloter un avion avec un jeu vidéo. Alors bon, c'est contradictoire. Vous voyez, je ne pensais plus à mon simulateur de vol. Voilà pourquoi je voulais dire ça. Et j'ai constaté le bénéfice, enfin je ne sais pas si ce sont les jeux vidéo qui ont provoqué ça, mais j'ai un petit-fils, j'ai reçu une carte postale ce matin, écrite, attention, hein, c'est rare, d'un de mes petits-fils qui a fait 2 écoles en même temps, lui, avec 1 an d'avance. Une école d'architecture et une école d'ingénieur. Bon, il est architecte-ingénieur maintenant, et il est parti en Grèce, après en Laponie, vous voyez. Incroyable, il jouait à des jeux vidéo tous les jours, mais 1 heure par jour. C'était limité. Il aurait voulu jouer toute la journée, bien sûr. Mais bon, voilà. C'est une bonne dose. Alors bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas voulu me lancer, atterrir seul, sans avoir constaté sur mon ordinateur que je pouvais rester, faire beaucoup d'atterrissages sans me planter. Voilà mon témoignage. Merci. Pardon. Merci. Alors moi j'ai 2 points différents. Je vois le côté par rapport à l'école. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Par rapport à l'école, tout ce que vous venez de nous dire, entre le sport à l'école, on les tient attachés sur leur chaise pas mal de temps quand même. Donc je pense qu'il y aurait des changements à voir. Les investissements en informatique qui sont faits dans les écoles, au niveau des jeux pédagogiques et tout ça, il y en aurait de l'argent à gagner si on les enlevait. Donc au niveau de l'école, vous qui travaillez en psycho, c'est assez impressionnant. Moi, peut-être que je me trompe, c'est la conclusion que je tire de ce que vous avez dit. Ça me catastrophe un petit peu quand je vois ce qui se passe à l'école, en informatique, et ce que vous nous avez dit. Mais bon. Et la deuxième chose, c'est carrément autre chose. Je voulais vous demander s'il valait mieux pratiquer la musique, le sport, les jeux vidéo, et alors là, on monte encore plus haut, non? Non, oui. Alors, j'aurais plus de réponses pour la deuxième question. Souvent, les bénéfices ne sont pas exclusifs, sont souvent complémentaires. Je reviens. La première chose, le sport a un bienfait physiologique qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Ça, c'est le premier point. Et souvent, on critique la télé. Le point négatif de la télé, c'est pas la télé, c'est la passivité physique. Donc, si on faisait de la télé qu'en faisant du sport devant, ce serait une très bonne télé, quoi. Enfin, je vais vite. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, c'est pas forcément. Et on est trop tôt dans les recherches. Pour dire, il faut tant de jeux et tel type de choses. Je pense que moi, mon propos, c'est simplement de dire. Alors, c'est un grand classique. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais les épinards, c'est bon pour la santé. Mais si vous mangez des épinards à tous les repas, matin, midi et soir, vous allez... Enfin voilà, ça va pas possible, quoi. Et ben, les jeux vidéo, c'est pareil. C'est bon pour la santé, mais il faut en mettre un petit peu de temps en temps, et ça sale la journée, ou ça la sucre, je sais pas.
L'activité sportive est sûrement au-dessus des autres. Même si je vous parle de jeux vidéo, je pense très sincèrement. La musique, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc voilà. Et pour l'école, moi, ce qui me gêne principalement, et peut-être je peux conclure, enfin je peux donner un point là-dessus, c'est l'idée trop simple que ce qui est sérieux et ennuyeux va être efficace. Ce qui est ludique, fun, et qui n'a pas de lien direct, va être du temps perdu. Et ça nous montre, et pas que nous, il y a plein de groupes au monde qui montrent que cette hypothèse-là est complètement fausse, n'est complètement fausse. C'est pas parce que c'est fun et très populaire que c'est inutile. Et c'est pas parce que c'est très sérieux, très académique que ça marche. Donc ça, ce lien-là, il faut complètement le briser. Puis la catastrophe, c'est l'activité physique, même dans les écoles. Non, ça, à l'école, les parents, enfin, je veux dire, ça... Quand vous avez dit ce que vous avez dit, si toutes les 5 minutes ou 20 minutes, on se faisait... Ouais. Ça serait mieux que les demi-heures de sport à l'école où on ne peut pas les mettre en place. Je vous propose d'inviter Olivier Dupuis, qui est par exemple un de mes collègues spécialistes de ça, et qui en parlera beaucoup mieux que moi de cette question-là, il est un spécialiste de ça. Encore une question ? Thérapie sur les gens qui ont des AVC alors, ou des déprimes ou des je sais pas quoi. En 2 mots, simplement si c'est une piste. Alors, c'est une piste puisque c'est utilisé. Ça, là, je peux vous donner des collègues qui travaillent sur ces questions-là, soit en thérapie familiale, soit en thérapie infantile. C'est utilisé. Je ne suis pas psychiatre, donc j'ai pas de compétences ni de légitimité pour parler de ça. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il faut garder toute prudence dans ça. C'est un outil qui peut être remplacé, je pense, par un autre outil. Donc, je pense que l'intérêt du jeu vidéo, c'est que c'est très vite un terrain commun avec les gamins. Ils savent de quoi on parle et on peut tout de suite parler, échanger. Et donc, c'est plus simple que de sortir un ouvrage littéraire de classique que le gamin, il n'a jamais entendu parler, quoi. Enfin, donc, ça, c'est le premier point. Peut-être juste un point. Il y a une assoce à Poitiers qui s'appelle les Orcs. Les Orcs, c'est une association de e-sport avec qui je travaille. Donc, ils font le e-sport, c'est la pratique professionnelle du jeu vidéo. Ça, on le met de côté. Mais ils font des ateliers le mercredi après-midi et le samedi matin sur la Switch. Il y a un groupe à Poitiers, à la médiathèque. Il y en a un à 10C. Il y en a un à Châtellerault. Il y en a un qui va ouvrir à Rouillé. Bref. Et c'est des clubs, comme un club sportif. Mais au lieu de faire du foot, on fait du jeu vidéo. Et beaucoup de parents mettent leurs enfants là-dedans. Pourquoi ? Parce que ça permet de cultiver parents et enfants pour savoir de quoi on joue, parce que vous avez Fortnite, je ne sais pas, tout le monde connaît Fortnite, et ça a été Satan, Fortnite. Mais Fortnite, c'est rien, quoi. Enfin, c'est un détail. Et dès qu'on dédramatise à travers une pratique bienveillante, encadrée, eh bien, tout de suite, ça se passe super bien. Et je reviens donc sur le bien-être. Ça peut être pas forcément en termes cliniques, mais simplement en termes quotidiens. La meilleure façon de faire, si demain vous avez des enfants ou des petits-enfants qui jouent aux jeux vidéo, c'est de jouer avec eux. C'est la meilleure pratique qui soit. C'est comme ça, tout se passera le mieux et le plus fluidement possible. C'est de jouer, comme ça on sait de quoi on parle, et on enlève tous les préjugés. Et en même temps, ça permet de discuter, d'échanger, de se moquer. Moi, mes gamins m'humilient au jeu. Mais voilà, c'est super. Et je les humilie dans d'autres trucs, mais là, voilà. Donc voilà. Pas d'autres questions ? Les Orcs, O-R-K-S. Les Orcs, Pierre McMahon étant le directeur. Et ils ont des ateliers samedi et mercredi pour les 8-16 ans, je crois. Et ils jouent à des jeux adaptés à leur âge, avec des coachs, etc. Et eux me parlent beaucoup d'évolution des comportements des enfants qui sont... Moi, je n'ai pas de plus que leur témoignage, et donc je vais rester prudent. Encore une question. Je vous remercie à votre communication. Je veux seulement revenir par rapport à la santé mentale. En fait, des jeunes, ce que vous avez dit, c'est intéressant que la pratique du jeu violent n'a aucun effet sur les variables. Vous avez parlé de l'agressivité, des attitudes sexistes, de la santé mentale. Donc, j'avais lu des articles, certains enfants qui ne sont pas en très bonne santé peuvent faire donc une crise d'épilepsie.
je pense que les jeux vidéo peuvent être sûrement intéressants pour des enfants en bonne santé. Est-ce que... Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que vous avez de l'expérimentation? Est-ce que vous avez pris contact avec des médecins pédiatres? Oui, mais je répète, oui, j'échange avec... Alors, je ne travaille Voilà. pas là-dedans, mais on a fait des tables rondes, on a échangé. C'est Et ça. au CHU à Poitiers, il y a un groupe qui travaille là-dessus. Je travaille surtout avec un collègue suisse qui est pédopsychiatre et qui travaille beaucoup à base de jeux vidéo. L'épilepsie n'a rien à voir. L'épilepsie, c'est une décharge anormale de neurones cérébraux due à des lumières qui flashent. On va voir un concert où ça flash, Voilà. on fait une crise d'épilepsie, mais ça... C'est pas, vous passez bientôt la nuit devant Casto, il y a un truc qui flash là. Je sais pas si un truc publicitaire qui flash, on peut faire une crise. Donc ça, pour moi, ça n'a rien à voir. La santé mentale, je vais être très très prudent parce que c'est pas mon domaine et donc je veux pas aller trop vite ni trop loin. Juste, je veux simplement dire que c'est utilisé. C'était la question de Madame. C'est utilisé en thérapie. Je pense pas que ça soit, et je l'ai dit dans ma conclusion, hein, c'est pas un médicament. Il n'y a pas de miracle. C'est ça. C'est juste simplement pas nocif et ça peut être des fois un peu bénéfique. C'est tout. Je vais rester très très prudent et modeste. Mais je crois qu'il faut être nuancé. Pardon ? Oui. Oui, il faut. Et puis on attendra dans 10 ans d'avoir plus de résultats pour confirmer ou infirmer ce que je dis. Hein, voilà. De fait. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur.